Ma fille m'a laissée dans une maison de retraite et est partie à Nice avec sa nouvelle belle-mère. J'étais assise au bord du lit, une petite valise entre les jambes et un mot plié à la main. « Maman, ce sera mieux pour toi. » C'était tout. Une phrase écrite à la hâte, sans signature, sans date, sans affection. À l'accueil, la jeune femme en blouse blanche a souri. « Vous verrez, c'est très calme ici, Madame Hélène. Vous vous y ferez vite. » J'ai rendu son sourire, mais mes mains tremblaient. La valise aussi. Dehors, la voiture de ma fille disparaissait dans le virage. Elle n'a même pas regardé en arrière. Il faisait chaud, une chaleur étouffante qui collait à la peau. Et pourtant, à l'intérieur, je me sentais glacée. Au réfectoire, une dame m'a appelée « la nouvelle ». Une autre m'a demandé si j'aimais les feuilletons. Une troisième m'a offert des bonbons à la menthe. J'ai remercié, mais j'avais l'estomac noué. J'entendais encore la voix de ma fille résonner dans la voiture. « Ce n'est que pour quelques jours, maman. Ça va te plaire. Et moi, j'ai besoin de ce voyage. » Elle n'a pas dit « je t'aime ». Elle n'a pas dit « prends soin de toi ». Elle a dit « souhaite-moi bonne chance, d'accord ?» Et elle est partie avec sa nouvelle belle-mère, une femme qu'elle connaissait depuis moins d'1 an. Et moi, on m'avait placée là, comme on range un vieux manteau qu'on ne met plus, mais qu'on a pitié de jeter. De la fenêtre de la chambre, la vue donnait sur un mur beige. Le silence de l'endroit me donnait des frissons. Mais le pire était encore à venir. Car cette nuit-là, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Et là, je n'ai plus eu envie de pleurer. J'ai eu envie de disparaître de sa vie, de la même manière qu'elle l'avait fait avec la mienne. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, d'une façon que personne ne comprend, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche maintenant. Je m'appelle Hélène. J'ai 69 ans. Et jusqu'à hier, j'aurais juré savoir ce qu'était l'amour inconditionnel. J'ai été mère célibataire à une époque où c'était presque une honte publique. Sophie est née quand j'avais 22 ans. Son père a disparu au 3e mois de grossesse. Il a dit qu'il allait acheter des couches. Il n'est jamais revenu. Depuis, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour elle. J'ai fait des ménages. J'ai été couturière à domicile. J'ai travaillé chez des gens, du lundi au samedi, pendant 28 ans. Sophie n'a jamais manqué de rien. Ou plutôt, elle n'a jamais remarqué qu'il manquait quelque chose. Parce que je faisais des miracles. Je faisais des économies de bouts de chandelle. Je comprimais le temps, je masquais la douleur. Elle a grandi en entendant que j'étais une battante. Elle se plaignait quand je ne pouvais pas aller aux réunions de l'école, mais elle adorait montrer son goûter bien rempli à ses camarades. Elle n'a jamais su que je sautais le déjeuner pour qu'elle ait son jus de fruits préféré. Quand elle a eu son bac, j'ai vendu un bijou de famille pour payer les frais de son école de commerce. Quand elle a été diplômée, j'ai pleuré en cachette dans la salle de bain. Trop de fierté et personne avec qui la partager. Les années ont passé. Elle s'est mariée. Puis elle a divorcé. C'est là que je suis revenue près d'elle. J'ai versé l'acompte pour le nouvel appartement en utilisant mon nom, mon argent et ma foi que les choses s'arrangeraient. J'ai emménagé dans une petite chambre de bonne. « C'est juste le temps que je me relève, maman », a-t-elle dit. Et je l'ai cru. Toujours. Je faisais le ménage, la cuisine, je m'occupais des petits-enfants. Sophie travaillait beaucoup, toujours occupée, toujours fatiguée. Je disais « je t'aime » et je recevais un « merci, maman ». Au fond, je trouvais ça normal. Elle était adulte, indépendante, elle avait sa vie. Je me disais que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais comme une ombre, une présence utile, mais invisible. Comme si mon existence n'était remarquée que lorsqu'une facture arrivait, ou que le riz venait à manquer. Et puis il y a eu ce voyage. Nice avec la nouvelle belle-mère. Et moi, j'ai atterri dans une maison de retraite avec des fleurs en plastique à l'accueil et une odeur d'eau de javel dans l'air. L'employé m'a demandé si je voulais de l'aide pour défaire ma valise. J'ai dit non. Je n'étais pas là pour rester. Du moins, pas de la façon dont elle l'imaginait, parce que quelque chose en moi commençait à se réveiller. Une partie oubliée, étouffée par des années de silence et de « merci » murmurés sans me regarder dans les yeux. J'avais toujours été la femme qui tenait tout. Mais maintenant, qui me tenait? Je ne savais plus qui j'étais en dehors de mon rôle de mère. Mais j'allais le découvrir. Au début, je voulais juste qu'elle me regarde. Pas avec pitié, pas avec précipitation, avec présence. Je rêvais de petites choses. Un déjeuner ensemble, un dimanche, un coup de fil qui ne soit pas pour demander quelque chose. Une conversation où elle ne regarderait pas son téléphone pendant que je parlais. Pendant longtemps,
J'ai cru que mon plus grand désir était d'être utile. Et peut-être que ça l'a été, parce qu'être utile me donnait un sens, une place, et, parfois, même un timide « merci ». Mais avec le temps, être utile est devenu synonyme d'être jetable. Je voulais être vu. C'était tout. Être vu comme quelqu'un qui pense, qui ressent, qui a aussi des besoins. Être vu comme plus que la mère qui a aidé. Il y a eu un jour anodin, où elle a reçu une promotion au travail. C'était une réussite énorme et j'étais si heureuse pour elle. Je me suis bien habillée, j'ai même mis du rouge à lèvres. Je suis allée à la cérémonie, je me suis assise au fond de la salle. Elle est montée sur scène, a remercié son patron, son ex-mari, sa belle-mère de l'époque. Mais elle ne m'a pas citée, pas une seule fois, pas un regard. Quand elle est rentrée à la maison, j'ai essayé de ne pas montrer que ça m'avait blessée. J'ai parlé du repas, des enfants, de la pluie. Elle n'a même pas remarqué le silence en moi. Ce jour-là est resté coincé ici, entre l'estomac et le cœur, parce que c'est là que j'ai commencé à comprendre que je ne faisais pas partie de sa vie. J'étais juste le support, le cintre, le crochet, le fond de la scène. Le désir d'être reconnu a grandi. Je ne voulais pas d'applaudissements. Je voulais de la présence. Je voulais que, pour une seconde, elle pense « Ma mère est là. C'est important. » Je voyais des photos d'elle sur les réseaux sociaux avec la nouvelle belle-mère. Elle trinquait, se faisait de faire les mêmes manucures, voyageait dans des endroits que je ne connaissais que par les publicités de fin d'année. Elle disait « C'est la mère d'Olivier, si élégante, si moderne. » Et moi, je restais dans la cuisine, à éplucher des légumes, à laver des uniformes, à aider les garçons avec leurs devoirs. Je voulais qu'elle soit fière de moi. Pas pour la force que j'avais toujours eue, mais pour la sensibilité qu'elle refusait de voir en moi. J'étais simple, oui, mais pas stupide, pas naïve et pas absente. Elle disait que je n'avais pas besoin de grand-chose, que ce n'était pas mon genre de voyager, de sortir, d'aller au restaurant, que j'étais mieux à la maison, comme si j'étais un vieux fauteuil qui ne s'accordait pas avec la nouvelle décoration. Le temps a passé et mon désir a changé. Je ne voulais plus seulement de la reconnaissance, je voulais une voix. Je voulais dire non sans peur. Je voulais partir sans culpabilité. Je voulais qu'elle, pour la première fois de sa vie, sache ce que c'est d'être laissée dans le silence, parce que c'est ce qu'elle me faisait tous les jours. Elle me laissait dans un vide affectif. Elle me traitait comme un paysage. Elle m'utilisait comme toile de fond confortable pour sa propre vie. Et le plus cruel, c'est que je la laissais faire. Je la laissais faire parce que je pensais que c'était ça, l'amour. Parce que je me disais que le rôle d'une mère était de tout supporter, qu'il valait mieux avaler des couleuvres que de se disputer. Mais la vérité, c'est que mon désir le plus profond n'a jamais été d'être aimée. C'était d'être prise en considération, qu'on se souvienne de moi, qu'on m'écoute, d'être invitée à table quand le dîner était important, d'être emmenée et non laissée dans un coin comme un fardeau. Alors, quand elle a dit qu'elle partait en voyage à Nice avec sa belle-mère, et qu'elle m'a laissée dans une maison de retraite avec un mot générique, je n'ai pas pleuré. Parce qu'à ce moment-là, mon désir a de nouveau changé. Je ne voulais plus de reconnaissance. Je ne voulais pas de tendresse. Je ne voulais pas de gratitude. Je voulais de la distance. Je voulais m'éloigner de l'endroit où l'on m'avait rabaissé jusqu'à devenir une obligation. Je voulais qu'elle, pour la première fois, ressente le vide de ne pas m'avoir à ses côtés. Je voulais que le silence, qui avait toujours été ma punition, devienne maintenant l'absence qu'elle ne sait pas gérer. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice affective. Parce que celui qui vit en ignorant l'autre doit un jour savoir ce que c'est de ne plus être une priorité. Et là, assise sur ce lit de maison de retraite, avec une odeur de lavande éventée et une porte qui grinçait, j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé une autre vie. Une vie où je n'aurais pas à demander la permission d'exister. Une vie où mon nom ne serait pas synonyme de aide, mais de présence. Et la seule façon de vivre cette vie, c'était de quitter la sienne. Le deuxième jour à la maison de retraite, une des employées a laissé son téléphone déverrouillé sur le comptoir de l'accueil. J'étais là, à attendre l'heure du bain assisté, faisant semblant de lire un vieux magazine. Mais mes yeux ont été attirés par l'écran de son téléphone. C'était Instagram. Et elle était là, ma fille, souriant devant une piscine à débordement. En légende, moment spécial avec ma deuxième maman, Nice, amour de famille.
Je me suis agrippée au dossier de la chaise. J'ai senti le sang me monter à la tête, comme si tout mon corps hurlait en même temps. Deuxième maman, la femme d'Olivier. La belle-mère élégante. Sophie n'était pas en court voyage d'affaires. Elle ne se reposait pas. Elle ne faisait pas ce qu'il y a de mieux pour moi. Elle vivait, elle profitait. Elle trinquait avec une autre femme, pendant qu'elle me laissait parmi des personnes atteintes d'Alzheimer et des infirmières qui m'appelaient ma petite dame, comme si j'avais 100 ans. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai respiré profondément. J'ai senti mon estomac se tordre. Mais je n'ai pas pleuré. Plus maintenant. Le téléphone était toujours là, déverrouillé, montrant d'autres photos. Elles deux dans un restaurant chic, sur le pont d'un yacht, marchant main dans la main sur une avenue illuminée. Et moi, dans ma petite chambre avec un lit en bois, écoutant ma compagne de chambre, Madame Lucienne, murmurer des prénoms qu'elle ne reconnaissait plus. Elle m'appelait « maman » tout le temps. Et par ironie, ça faisait plus mal que n'importe quel cri. Je suis retournée dans ma chambre sans rien dire. Je me suis assise sur le lit. J'ai ouvert mon sac. J'en ai sorti le vieux téléphone, sans Internet, et j'ai fixé l'écran éteint. Sophie m'avait donné cet appareil en disant « Maman, tu n'as pas besoin de WhatsApp, ça ne ferait que t'embrouiller. » À ce moment-là, j'ai compris ce qu'elle voulait. M'isoler, me tenir dans l'ombre, comme s'il était dangereux que je me connecte au monde. Mais elle avait oublié un détail. Toute la partie financière était encore à mon nom. Elle utilisait mes cartes. Elle vivait dans l'appartement que j'avais aidé à financer. Le compte joint était géré par elle, oui, mais la titulaire, c'était moi. Je me suis levée. Je suis allée à l'accueil. J'ai demandé à utiliser l'ordinateur commun. L'employé, aimable, a accepté. Je tremblais, mais j'ai feint la fermeté. J'ai tapé mon numéro de sécurité sociale. J'ai accédé à ma banque en ligne. Tout était là. Le compte, les relevés, les dépenses récentes. Le samedi précédent, Sophie avait fait un achat de plus de 4 000 € dans une boutique de luxe. J'ai révoqué les cartes secondaires. J'ai bloqué son accès au compte joint. J'ai changé les mots de passe. Tout ça en silence. Sur l'écran, il était écrit « Modification confirmée avec succès ». Je suis sortie de la pièce le cœur battant. C'était de la peur, oui, mais aussi du soulagement. Ce soir-là, j'ai reçu un mot de Sophie, laissé à la réceptionniste. « Je t'aime, maman. On se voit dimanche. » On était vendredi. Elle ne s'était même pas donné la peine d'appeler. J'ai plié le papier et l'ai rangé dans mon sac. Samedi, après le déjeuner, j'ai demandé à sortir. J'ai dit que je devais aller chercher un médicament. La soignante m'a autorisé. Je suis sortie avec un sac vide et un objectif. Je suis allée directement chez Sylvie, une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis près de 20 ans, mais avec qui j'échangeais encore des cartes de vœux à Noël. Elle a ouvert la porte, surprise. « Hélène, j'ai besoin d'un canapé et de silence pour une nuit. Demain, je disparais. » Elle n'a rien demandé. Elle m'a juste serrée dans ses bras. Le lendemain matin, nous sommes allés chez le notaire. J'ai demandé une copie de l'acte de propriété de l'appartement. Le document en main, je suis allée à l'agence immobilière. Je veux mettre ce bien en vente. Il est à mon nom. En êtes-vous sûre, madame ? J'en suis plus sûre que de n'importe quoi d'autre au cours des 30 dernières années. J'ai signé les papiers. J'ai précisé que toute communication avec les occupants ne devait se faire qu'une fois la vente officialisée. Ensuite, j'ai acheté un billet de train. Destination ? Nice. Pas pour retrouver Sophie, mais pour me retrouver moi. Sur le quai, j'ai regardé une dernière fois le ciel gris de Paris. J'ai senti le froid me monter le long des jambes. Une dame à côté de moi a demandé « C'est la première fois que vous allez dans cette ville ?» J'ai regardé par la fenêtre et j'ai répondu avec un sourire discret « C'est la première fois que je pars à ma propre recherche. Si à un moment de cette histoire, vous avez eu la gorge nouée, laissez un like et commentez ci-dessous. Parfois, le simple fait de voir que nous ne sommes pas seuls allège la douleur. Écrivez ce que vous avez porté en silence. Peut-être que votre histoire est ce qu'une autre femme a besoin de lire. Ce n'est que pour quelques jours, maman, dit-elle de ce ton trop doux pour être sincère. Sur le moment, je n'ai pas compris. J'étais fatiguée de la semaine. C'était un vendredi gris. Il pleuvait finement quand elle m'a appelée pour discuter dans la voiture. Elle a dit qu'elle avait besoin de parler calmement. J'ai accepté. Je suis montée. La voiture sentait le parfum cher et la climatisation. Elle a mis une musique instrumentale qui semblait venir d'une salle d'attente. Le silence entre nous était assourdissant. Je pars en voyage avec Olivier et sa mère. On a prévu ça depuis longtemps,
a-t-elle dit en tapant quelque chose sur son téléphone. « Et tu m'emmènes » ai-je demandé en essayant de sourire. Elle a eu un petit rire, presque impatient. « Bien sûr que non, maman. Imagine, c'est juste nous trois. Un moment en famille. Famille. » J'ai regardé par la fenêtre. La pluie dessinait des lignes tordues sur la vitre. Elle semblait nerveuse, essayant de le cacher. Mais, pour ne pas te laisser seule, j'ai trouvé un endroit super. Calme, joli, avec des gens de ton âge. Tu vas te reposer. C'est comme une cure thermale. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas quoi dire. Une cure thermale, ai-je demandé en essayant de comprendre. Oui, maman. Une résidence pour seniors. Ce n'est pas un hospice, hein? C'est différent. Super moderne. Tu vas adorer. Elle disait cela comme si elle vendait un produit. Comme si elle concluait une affaire. Comme si j'étais un meuble ancien dont elle devait se débarrasser temporairement. Je me suis tue. Elle avait déjà tout décidé. Et je reviens dimanche, a-t-elle ajouté, enthousiaste. J'ai déjà préparé ta valise. Juste quelques vêtements légers, des pantoufles, tes médicaments. Tout est organisé. Quand elle a garé la voiture devant l'endroit, j'ai vu une plaque élégante. Résidence, la belle vie. De l'extérieur, ça avait l'air bien. Des jardins entretenus, une fontaine avec des poissons rouges, une réceptionniste souriante. Mais à l'intérieur, je savais ce que c'était. C'était une maison de retraite. C'était l'endroit où l'on met ce dont on ne veut plus, mais qu'on n'a pas le courage de jeter. Elle m'a tendu la valise. Elle était petite. Elle tenait entre mes genoux. Pas plus de 3 tenues et une brosse à dents. « Il y a tout ce dont tu as besoin ici, d'accord ?» dit-elle d'une voix de plus en plus pressée. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Elle m'a embrassé sur le front, froidement, rapidement, et elle est retournée en courant à la voiture. Elle n'a même pas regardé en arrière. La réceptionniste m'a appelée Madame Hélène. Elle m'a demandé une pièce d'identité, un formulaire signé, par ma fille, bien sûr. Tout était prêt. Tout était arrangé. Je n'avais qu'à accepter. J'ai signé d'une main tremblante. La jeune femme a souri. Elle a dit que la chambre était accueillante. Elle m'y a conduite. C'était un espace propre, simple. 2 lits, une armoire minuscule, des rideaux beiges. Une vieille radio jouait une chanson d'Édith Piaf. Ma compagne de chambre dormait la bouche ouverte. Un léger ronflement emplissait la pièce. Elle devait avoir environ 80 ans. Ses cheveux clairsemés étaient attachés en un chignon de travers. La tête d'oreiller était brodée du nom Madame Lucienne. J'ai posé la valise dans un coin. Je me suis assise sur le lit et je suis restée à regarder le mur. Il n'y avait pas de miroir. Il y avait un crucifix et une étagère avec des livres religieux. J'ai pris un des livres. Il était annoté. Je l'ai vite reposé. J'avais les mains froides, mais la poitrine en feu. J'ai ressenti une honte qui n'était pas la mienne. Une honte imposée, greffée. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Comme si être vieille était un crime. Comme si être fatiguée était indigne. J'ai pensé à mes petits-enfants, aux jours où je m'étais occupée d'eux quand ils avaient la grippe, aux bains que je leur avais donnés, aux couches que j'avais changées pendant que Sophie travaillait. J'ai pensé au pot-au-feu que je préparais tous les jours, même sans avoir faim. J'ai pensé à la fois où je me suis cachée dans ma chambre pour qu'elle puisse dîner en tête-à-tête. Juste pour ce soir, maman, Olivier est un peu réservé. J'ai pensé au café froid que j'avais bu, seule, en entendant les éclats de rire venant du salon. Et j'ai pensé à moi, à tout ce que j'avais donné, à tout ce que j'avais oublié d'être une femme, une personne, d'être Hélène. L'aide-soignante est entrée dans la chambre avec un petit gobelet d'eau et un comprimé. « C'est le médicament de l'après-midi », dit-elle en souriant. « Je ne prends rien de tout ça », ai-je répondu gentiment. Elle a consulté la fiche. « C'est noté ici, anxiolytique, prescription de votre fille. C'est juste pour mieux dormir. » J'ai refusé. Elle a insisté. « Juste une fois pour que la journée passe plus facilement, Madame Hélène. » J'ai pris le gobelet. Je ne l'ai pas pris. J'ai attendu qu'elle sorte et je l'ai jeté dans les toilettes. Je me suis allongée. Je n'ai pas dormi. Je suis restée à écouter le tic-tac de l'horloge murale, le ronflement de la dame d'à côté, les pas dans le couloir, et dans ma tête, le son de la voix de Sophie. « Tu vas adorer. Ce n'est que pour quelques jours. » Mais ce qui faisait mal, ce n'était pas l'abandon. C'était la désinvolture avec laquelle elle l'avait fait, comme quelqu'un qui dépose son chien dans un chenil avant de partir en voyage, comme quelqu'un qui range un objet qui ne va plus avec la nouvelle maison. Et là,
Dans l'obscurité de cette chambre, je me suis rendu compte d'une chose. Elle ne me voyait plus comme une mère. Elle me voyait comme une gêne. Et le pire, peut-être avais-je contribué à construire tout ça? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière qui filtrait à travers le rideau mal fermé. Madame Lucienne était déjà assise sur son lit, peignant le peu de cheveux qui lui restait avec une brosse sans manche. Elle m'a souhaité un bonjour traînant, celui de quelqu'un qui a plus l'habitude de parler à des fantômes qu'à des gens vivants. J'ai répondu par un faible sourire et je suis allée directement à la salle de bain. Je me suis lavé le visage. Le miroir était petit, embué. Et pourtant, je me suis vue avec une clarté que je n'avais pas eue depuis longtemps. Peau flasque, yeux cernés, cheveux en désordre. Mais ce n'était pas seulement ça. C'était la façon dont je me regardais. Comme quelqu'un qui s'excuse d'occuper de l'espace, comme quelqu'un qui a passé tant de temps à se modeler sur les autres qu'il ne sait plus quelle est sa propre forme. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai enfilé le chemisier bleu que ma fille disait toujours être trop simple pour sortir avec elle. J'ai mis un rouge à lèvres rose que je trouvais joli, mais qu'elle qualifiait de démodé. Et je suis descendue prendre mon petit déjeuner la tête haute, même si je sentais le sol s'effondrer sous mes pieds. Au réfectoire, l'odeur de pain de la veille m'a donné la nausée. Les autres dames mangeaient en silence. Certaines avaient des aides à domicile privé, d'autres des infirmières. Il y régnait une atmosphère d'oubli collectif, comme si elles avaient toutes été placées dans un entre-deux, entre l'adieu et le jamais plus. J'ai pris une tasse de café. Je me suis assise près de la fenêtre. À la table voisine, une dame montrait des photos de sa famille sur son téléphone. Un petit-fils à sa remise de diplôme. Une fille en croisière. Elle parlait avec fierté. Et soudain, elle s'est tournée vers moi. « Et vos enfants, ma chère? Ils sont dans le coin aussi ?» J'ai souri, mais j'ai senti ma gorge se serrer. « Ils sont occupés », ai-je répondu, en essayant de paraître sereine. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait tout. Et à ce moment-là, pour la première fois, j'ai réalisé que ce mot « occupé » était le déguisement préféré de ceux qui oublient avec classe. À l'heure du bain, l'aide-soignante m'a proposé de m'aider à me déshabiller. J'ai refusé. Elle a insisté. Elle a dit que c'était le protocole. Je me suis déshabillée, honteuse. Je me suis sentie petite, pas à cause de la nudité, mais à cause de l'infantilisation. C'était comme si j'étais redevenue une enfant, mais pas une enfant aimée. Une enfant obéissante, soumise, passive. Tandis que l'eau tiède coulait sur mes épaules, j'ai pensé « Combien de fois me suis-je soumise par amour ?» Je me suis souvenue de l'époque où Sophie était petite et voulait des baskets chères. J'ai travaillé 2 fois plus, vendu des bijoux fantaisie dans la rue, mangé du riz blanc pendant 2 semaines juste pour qu'elle ait cette paire neuve pour son anniversaire. Je me suis souvenue du jour où elle est tombée enceinte de son premier enfant et où son mari a disparu pendant 3 jours. C'est moi qui ai tout géré. Les couches, les pleurs, le médecin, la nourriture, moi. Mais au moment de choisir avec qui voyager, elle a choisi la nouvelle belle-mère. La femme distinguée, à la voix douce et à la peau lisse. Moi, j'étais la femme aux vieilles pantoufles et aux vêtements lavés à la main. En fin d'après-midi, je me suis assise dans l'espace extérieur de la maison de retraite. Les plantes étaient bien entretenues. Les oiseaux vinrent boire dans les soucoupes d'eau posées au sol. Et moi, je voulais juste disparaître, pas m'évanouir. Disparaître de ce rôle, de l'obligation de toujours comprendre, de toujours pardonner, de toujours accepter. Je voulais, pour une seconde, que quelqu'un me regarde avec urgence, avec respect, avec nécessité. Mais là, personne n'avait besoin de moi. Et ma fille, elle n'avait plus besoin de moi depuis longtemps. En regardant le ciel changer de couleur, je me suis souvenue d'une conversation que j'avais entendue des mois auparavant, sans le vouloir. Je faisais la vaisselle et Sophie était au téléphone avec Olivier, dans la chambre. La porte était entr'ouverte, elle riait, elle parlait bas. Mais j'ai entendu quand il a demandé « Ta mère vit toujours là ?» Et elle a répondu « Toujours. Mais c'est temporaire, elle est déjà très vieille. Il est temps qu'elle aille dans un endroit plus adapté. » Endroit plus adapté. Ces mots m'avaient déchiré. À l'époque, j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. J'ai continué à cuisiner comme si de rien n'était. Mais maintenant, ces mots résonnaient en moi comme une sentence, parce que son endroit adapté, pour moi, c'était le coin, le silence, l'exclusion confortable. Cette nuit-là, à la maison de retraite, j'ai reçu un message de Sophie. Un simple « Tout va bien, maman ?»
J'ai répondu « Tout est calme ». Elle a répondu avec un emoji en forme de cœur. Et c'est tout. Rien de plus. Pendant que je sentais mon identité fondre dans un environnement neutre, ma fille souriait sur des photos avec une autre femme, disant qu'elle vivait le meilleur moment de sa vie. Ce n'était pas seulement de l'abandon, c'était un effacement. Et j'ai réalisé, là, de manière crue et brutale, j'ai laissé faire. J'étais tellement occupée à essayer de lui faciliter la vie que j'ai oublié la mienne. Je me suis effacée, je me suis tue, je me suis annulée, jusqu'à tenir dans un coin de maison de retraite, sentant l'eucalyptus et où des voix ne m'appelaient pas par mon nom. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'en moi, quelque chose se réveillait. Ce n'était pas de la rancœur, c'était de la lucidité. Et quand une femme en arrive là, plus rien ne peut l'arrêter. Ni l'âge, ni la peur, ni la fille ingrate. Dimanche matin, j'ai mis mon plus beau chemisier, le même que j'avais porté à l'anniversaire de mon plus jeune petit-fils, celui que ma fille avait oublié de m'inviter. J'ai mis un foulard autour de mon cou. J'ai mis du rouge à lèvres. La dame de la chambre voisine m'a complimenté. « Vous sortez, ma jolie ?» J'ai souri. Je vais à ma propre rencontre. Elle n'a pas compris, mais peu importe. Je suis descendue à la réception de la maison de retraite d'un pas ferme. J'ai demandé la permission. J'ai dit que je devais à nouveau utiliser l'ordinateur. La jeune femme de l'accueil a souri comme toujours, sans imaginer ce qui allait suivre. Je me suis assise. J'ai accédé à mon compte bancaire. Tout était là, clair comme le jour. La carte secondaire de Sophie bloquée depuis vendredi. Le solde intact. L'appartement à mon nom. Les emails de l'agence immobilière. Les confirmations. Les documents prêts. Dans le dossier bleu de mon sac, j'avais des copies de tout. Il ne manquait qu'une chose. Partir. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai pris ma valise. Je n'avais pas grand-chose, je n'ai jamais eu grand-chose. 3 tenues, une brosse, des papiers, un savon que j'avais acheté moi-même. Et ma dignité, maintenant réorganisée en silence. J'ai écrit un mot pour l'aide-soignante. Merci pour tout. J'ai été bien traitée, mais ce n'est pas ma place. Signé, Hélène. Je l'ai laissée sur le lit. J'ai pris ma valise. J'ai traversé le couloir sans me retourner. À l'entrée, l'employé a essayé de m'arrêter. « Madame, vous ne pouvez pas sortir sans l'autorisation de votre famille. »« Ma famille, c'est moi, » ai-je répondu. Et je suis sortie. J'ai appelé Sylvie, qui une fois de plus m'a accueillie sans poser de questions. Elle est venue me chercher avec la même 2 CV vertes qu'il y a 20 ans. Nous en avons ri sur le chemin. « Tu disais toujours que cette voiture me laisserait en panne, » a-t-elle dit. Mais aujourd'hui, elle m'a sauvée. Chez elle, je me suis assise sur le canapé fleuri du salon. J'ai bu un café noir, fort, comme je l'aimais. Et puis, j'ai appelé l'agence immobilière. C'est Hélène à l'appareil. Je voudrais confirmer le rendez-vous avec l'agent. Aujourd'hui même. Nous avons une visite à 15h pour le bien. C'est confirmé ? C'est confirmé. Sylvie me regardait, surprise. Tu vas vraiment le vendre ? Je l'ai déjà vendu, intérieurement. Il ne reste plus qu'à l'officialiser sur le papier. Elle a hoché la tête. Elle n'a rien dit. Mais son regard disait tout. C'était de l'admiration mêlée d'étonnement. Comme si elle avait retrouvé quelqu'un qu'elle croyait perdu. À 3 heures précises, nous étions à l'adresse de Sophie, mon ancienne maison, l'endroit où je prenais racine et où elle construisait des murs. J'ai attendu dans la voiture. L'agent est entré seul avec les acheteurs potentiels. Sylvie est restée à mes côtés, me tenant la main. « Tu trembles. Je suis vivante. » Au retour, je suis allée directement à la gare. J'ai acheté le billet pour Nice. Place près de la fenêtre. Siège 23. TGV de nuit. Sylvie m'a accompagnée jusqu'au quai. « Tu es sûre de toi, Hélène ?» Pour la première fois, nous nous sommes serrés dans les bras. Et puis, je suis partie. Le train filait à travers des paysages sombres. Je regardais par la fenêtre. Je voyais mon reflet dans la vitre. Et je ne reconnaissais plus la femme que j'étais il y a quelques jours. Parce que cette femme serait restée. Elle aurait attendu le retour de Sophie. Elle aurait fait un gâteau, comme toujours. Elle aurait ravalé sa fierté avec son café. Mais moi, je partais. Pas comme une fuite, comme une libération. Je suis arrivée à Nice tôt le matin. La ville s'éveillait encore. Le soleil commençait à chauffer la promenade des Anglais, encore humide de la nuit. Les oiseaux chantaient. La mer murmurait au loin. Je suis entrée dans une boulangerie et j'ai commandé un café crème. La jeune serveuse m'a traitée d'égal à égal. Elle m'a demandé mon nom. Elle m'a appelée Madame Hélène, avec douceur. J'ai senti mes yeux s'embuer. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. « Maintenant, oui.
Sur place, j'ai réservé une petite pension de famille par téléphone. Une chambre avec un balcon, un lit propre, petit déjeuner inclus. J'y suis allée à pied. La réceptionniste s'appelait Manon. Jeune, souriante, rien à voir avec ma fille. Et pourtant, elle me regardait avec plus de chaleur que Sophie ces dernières années. « Vous restez plusieurs jours, Madame Hélène ?»« Je reste jusqu'à ce que je me reconnaisse. » Elle a ri sans trop comprendre. Mais elle m'a donné la clé et m'a indiqué le 2e étage. Je suis montée avec ma valise légère, mais le cœur lourd de décision. La chambre était simple, mais elle était à moi. Pour la première fois depuis longtemps, cet espace m'accueillait. J'ai pris une longue douche. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai regardé la mer au loin. Et je me suis assise sur le balcon avec une feuille de papier. J'ai écrit « Choses que je n'accepterai plus jamais ». Premièrement, être traité comme un poids. Deuxièmement, devoir supplier pour exister. Troisièmement, m'excuser de vivre. J'ai plié le papier, je l'ai posé sur la table de chevet et je me suis allongée. Cette nuit-là, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des décennies. Le bruit des vagues berçait mes pensées et mes rêves n'avaient personne d'autre que moi. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'au bord de mer, seule, sans but, juste mes pieds, mon corps, mon histoire. J'ai acheté une bouteille d'eau. Je me suis assise sur un banc. J'ai observé le va-et-vient des gens et j'ai souri, parce que je le savais. Quelque chose était en train de changer. Et le monde n'avait aucune idée de ce que j'étais sur le point de faire. Le 3e jour à Nice, j'ai acheté un carnet. Couverture rigide, page jaunie, spirale latérale. J'ai choisi un stylo bleu, de ceux qui glissent doucement. Je me suis assise sur le balcon de la pension et j'ai écrit sur la première page « Choses que je veux garder ». Premièrement, marcher seul sans peur. Deuxièmement, prendre mon café en n'écoutant que mon silence. Troisièmement, arrêter de tout expliquer. Quatrièmement, ne plus accepter de miettes affectives. Cinquièmement, me souvenir de qui je suis avant d'être seulement une mère. J'ai tourné la page, j'ai fermé le carnet, et dans ce geste simple, j'ai compris que ma vie jusqu'alors avait été écrite au crayon, effacée, corrigée, esquissée par les autres. Maintenant, ce serait à l'encre. À la réception de la pension, j'ai demandé à Manon s'il y avait une bibliothèque municipale à proximité. Elle a souri, enthousiaste. Bien sûr, il y en a une dans un quartier voisin, très charmante. Ils acceptent même des bénévoles. Bénévoles, cela a allumé quelque chose en moi. J'ai noté l'adresse, j'ai pris un bus. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai observé la ville sans hâte. Les grands immeubles, les dames marchant en basket et chapeau, les vitrines pleines de choses qui ne m'avaient jamais appartenu et qui pourtant ne me manquaient pas. La bibliothèque était petite, avec une façade en bois clair et un jardin rempli de lavande. Une odeur douce et familière flottait dans l'air. J'ai été accueillie par une femme nommée Cécile, la cinquantaine. Cheveux bouclés, regard ferme et sourire serein. « Je peux vous aider ?» Elle m'a regardé attentivement, comme pour mesurer non pas la force, mais la volonté. Nous avons toujours besoin de bras et d'histoire. Vous écrivez ? J'écrivais. Un jour. Je crois que j'essaie de me souvenir comment on fait. Elle a souri. Alors venez. Ici, personne n'a besoin d'être parfait. Il suffit d'être là. Elle m'a donné un simple badge en papier. Bénévole. Hélène. J'ai commencé par aider à ranger les livres. Ensuite, j'ai commencé à écrire des mots de remerciement pour les donateurs. De petits messages manuscrits, avec des phrases affectueuses. Un après-midi, Cécile m'a prise à part. Il y a un groupe de lecture pour les personnes âgées qui voient mal. Voudriez-vous lire à haute voix ? J'ai acquiescé sans réfléchir. Cette semaine-là, j'ai lu Le Petit Prince à un monsieur nommé Édouard. Il souriait à chacune de mes intonations. À la fin, il m'a dit « Votre voix ressemble à celle de ma femme, avant qu'elle ne tombe malade. » Cela m'a plus ému que n'importe quel prix. Je suis retournée à la pension les yeux humides. C'était comme si chaque geste là-bas recousait un morceau de moi. Le lendemain matin, je suis sortie marcher. Je suis passée devant un modeste salon de coiffure aux portes ouvertes. Sur la façade, une pancarte « Coupe plus brushing 30 €. Je suis entrée sans réfléchir. La coiffeuse s'appelait Carla. Elle avait des mains légères et des yeux curieux. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On coupe. C'est tout. » Elle a compris. Elle a coupé lentement, avec soin. Elle a peu parlé. Elle m'a regardé dans les yeux quand elle a eu fini. Prête ?
Elle m'a montré le miroir, et elle était là, Hélène, sans déguisement, sans moule, sans étiquette. Je suis sortie du salon en sentant le vent sur ma nuque. Une sensation de liberté m'a parcourue tout entière. De retour à la pension, j'ai ouvert mon téléphone pour la première fois depuis des jours. Plus de 50 messages, tous de Sophie, certains suppliants, d'autres accusateurs. Le dernier disait « Où es-tu ? La banque a tout bloqué. L'appartement est en vente. Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai refermé le téléphone. J'ai respiré profondément. Elle n'avait toujours pas compris. Elle pensait que j'avais disparu par caprice, pour faire une scène. Elle pensait qu'un appel réglerait tout. Mais ce n'était pas une fuite. C'était une reconstruction. Cette nuit-là, je me suis assise sur le balcon avec une tisane chaude dans les mains. Le ciel était clair. Le bruit de la mer parvenait de loin, comme un murmure que seul moi comprenais. J'ai pris le carnet. J'ai écrit « Je n'ai pas dit adieu à ma fille. J'ai dit adieu à la femme que j'étais devenue pour trouver ma place dans sa vie. » Et je l'ai refermé. Le lendemain, Manon m'a appelé à la réception. « Madame Hélène, il y a un appel de la banque. Ils ont demandé de vous prévenir quand les documents seraient prêts. » J'ai répondu calmement. « Oui, vous pouvez tout lancer. Urgence maximale. » La voix du directeur a confirmé les dernières étapes de la vente. J'ai raccroché. Et pendant un instant, j'ai fermé les yeux. C'était mon tournant, pas pour l'argent, mais pour l'autonomie. Je rachetais le droit d'exister à ma façon. En fin d'après-midi, je suis retournée à la bibliothèque. J'ai remis les mots que j'avais écrits. J'ai reçu une étreinte de Cécile. Elle n'a rien demandé. Elle a juste dit « Il y a quelque chose de différent en vous aujourd'hui. » J'ai acquiescé. « Il y a moins de bagages. » Elle a souri et m'a laissé tranquille. Je suis retournée à la pension en marchant lentement. Je suis passée devant une boutique d'artisanat. Je suis entrée. J'ai acheté un collier simple avec une pierre bleue. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'en avais envie. C'était la première fois depuis longtemps que je m'offrais quelque chose de joli, juste pour moi. Le soir, j'ai dîné dans un petit restaurant. J'ai commandé un plat que je n'osais jamais commander. Une sole meunière. Seule. Avec la nappe à carreaux et le serveur qui m'a appelée Madame élégante. Et là, dans ce coin du monde, j'ai compris une chose simple. On ne naît pas pour être une ombre, ni pour être un silence. On naît pour exister pleinement. Et moi, je commençais à revenir. Je me suis réveillée avant le lever du soleil. La chambre était silencieuse, mais ma poitrine criait. Je me suis assise au bord du lit, les pieds sur le sol froid, la respiration encore lourde de sommeil. J'ai pris mon téléphone, éteint depuis 3 jours, et j'ai fixé l'écran noir pendant quelques secondes. J'ai respiré profondément et je l'ai allumé. Les notifications ont explosé. 47 messages de Sophie, 12 messages vocaux, 3 appels manqués d'Olivier, un appel de l'agence immobilière, un autre de la banque. Tous avec le même ton désespéré. « Réponds-moi, maman. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas juste. Tu as disparu? Appelle-moi tout de suite. » J'ai ouvert le dernier message vocal de Sophie. Sa voix était tremblante, pressée, nerveuse. « Maman, s'il te plaît, je suis désespérée. La banque a tout bloqué. J'ai essayé d'utiliser ma carte au restaurant et j'ai eu la honte, maman. Tu es vivante? Réponds-moi. Dis-moi où tu es. Je ne supporte pas ce silence. Dis-moi si tu m'aimes encore. S'il te plaît. » J'ai arrêté. J'ai regardé la mer depuis le balcon. Le ciel était encore teinté de gris et de lilas. Quelques mouettes striaient l'air de leurs cris rauques. La ville commençait à se réveiller. Et moi, j'étais déjà réveillée depuis des jours. Je suis descendue. J'ai marché jusqu'au bord de mer. Chaque pas était ferme, léger, décidé. J'ai acheté un café dans un kiosque. Le monsieur qui servait m'a souri avec la naturelle de quelqu'un qui me voyait tous les jours. « Avec du sucre ou un édulcorant, Madame Hélène ?» La façon dont il a dit mon nom m'a touchée. J'existais là, sans avoir à le demander, sans avoir à l'expliquer. Je me suis assise sur un banc de pierre et je suis restée à observer les vagues. J'ai pensé à Sophie enfant, courant dans le jardin. J'ai pensé au premier « maman » qu'elle a dit, aux petits mots qu'elle laissait dans la maison. « Je t'aime, maman. Tu es la meilleure. » Où est-ce que tout a changé? Peut-être quand elle a grandi et qu'elle a commencé à me voir comme une base, pas comme une personne. Quand chaque service que je rendais se transformait en obligation. Quand chaque non que j'avalais devenait un autre oui automatique. J'étais devenue invisible. Mais pas par accident. C'était un choix.
Pas le sien, le mien. À chaque renoncement, chaque acceptation, chaque silence, je me suis effacée. Mais maintenant, c'était fini. Je suis retournée à la pension et j'ai appelé la banque. C'est Hélène à l'appareil. Je voudrais confirmer l'avancement de la vente. La voix du directeur était assurée. Oui, Madame Hélène. L'offre a été acceptée. La documentation a été transmise. Vous recevrez le virement dans les 48 heures. J'ai remercié. J'ai raccroché. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet et j'ai pris l'enveloppe avec tous les papiers. Titre de propriété, contrat, relevé, procuration. Là, dans ce dossier en papier Kraft, se trouvait mon nouveau départ. Ce n'était pas pour l'argent. C'était pour le pouvoir de choisir. C'était pour ne plus dépendre de l'espace que quelqu'un me donnait. C'était pour occuper l'espace que je méritais. Dans l'après-midi, je suis allée dans une papeterie. J'ai acheté une belle enveloppe, couleur ivoire. J'ai écrit une lettre à la main. Sophie, j'ai reçu tous tes messages. J'ai écouté tous tes messages vocaux. Je sais que tu es en colère, effrayée, perdue. Mais avant de me faire des reproches, arrête-toi et pense au nombre de fois où j'ai été laissée dans le noir, au nombre de fois où j'ai attendu une réponse de ta part, une explication, un geste d'affection. Tu penses que j'ai disparu? Non. J'ai simplement cessé de me montrer là où l'on me traitait comme un fardeau. La maison a été vendue. L'argent sera utilisé par moi, exclusivement, pour ma vie, mes projets, mon confort, pas par vengeance, par survie. Parce que j'ai découvert qu'il y a une limite entre aimer et s'annuler. Et ma limite a été atteinte. Je te souhaite la paix, mais la mienne, je l'ai trouvée ailleurs. J'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans l'enveloppe. J'ai écrit l'adresse. Je l'ai remise à la réception de la pension avec instruction de l'envoyer le lendemain. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai pris une douche. J'ai mis ma robe blanche, celle que je ne portais jamais parce que Sophie disait qu'elle me rendait fade. Mais maintenant je savais. Ce qui me rendait fade, ce n'était pas la robe. C'était elle. Je suis sortie dîner, seule. Le même restaurant simple, avec des nappes en tissu, une lumière tamisée et une musique instrumentale. Le serveur m'a reconnue. Madame désire la même chose? Ce soir, je change. Je voudrais un vin blanc. Et le risotto aux champignons. Il a souri. Excellent choix. En attendant mon plat, j'ai senti mon téléphone vibrer. C'était Sophie. Je n'ai pas répondu. Une fois de plus, parce que pour la première fois, je ne voulais pas entendre d'excuses. Je voulais m'entendre moi-même. Je voulais écouter le silence en moi sans me presser. La nourriture est arrivée. C'était parfait. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était une célébration. Et ça l'était, la célébration de mon retour, de la femme que j'avais été un jour, qui s'était endormie, et maintenant se réveillait avec appétit. En sortant du restaurant, j'ai regardé la mer. Le vent a soufflé doucement sur mon visage. J'ai fermé les yeux et j'ai compris. Je n'avais besoin de rien d'autre. Parce que finalement, j'avais tout, moi-même. J'ai descendu les escaliers de la pension cet après-midi-là avec un calme qui m'a surprise. Le ciel était clair, d'un bleu profond coupé par une fine ligne de nuages élevés. La ville semblait respecter mon silence. En arrivant au portail, j'ai vu une silhouette arrêtée près d'une voiture. Sophie. Timide, épuisée, les yeux gonflés et le visage pâle comme si une pluie intérieure l'avait délavé. Mon corps s'est figé. Mes mains se sont automatiquement détendues. Le vent a agité mes cheveux lâchés. Elle n'a même pas essayé de sourire. « Maman », a-t-elle dit doucement. Je l'ai regardée, en silence. Ce silence valait plus que n'importe quelle question. Elle a dégluti, a pris une profonde inspiration. Je suis venue te trouver. Je suis restée immobile. J'ai observé ses vêtements, trop simples pour quelqu'un qui avait toujours été chef de projet. Elle a tout sauté et a continué. Je ne suis pas venue me disputer. Je ne voulais pas te trouver comme ça. Juste comprendre. J'ai soutenu son regard. J'ai attendu. Elle s'est approchée. Elle s'est assise sur un banc de la place que je fréquentais. Elle a fixé le sol. « Pourquoi m'as-tu laissé avec ces lettres, cette vente de la maison, sans appeler ?» Sa voix est sortie faible, mais elle portait toutes les questions du monde. J'ai respiré. « Parce que c'est toi qui m'as laissé la première. » ai-je répondu, fermement mais sans colère. Elle a levé les yeux, et les larmes sont venues, pas celles qui coulent vite, mais celles qui sentent la culpabilité, la honte et la surprise. Je n'ai pas pensé, a-t-elle commencé, mais elle s'est arrêtée.
J'ai regardé la mer au loin, puis de nouveau vers elle. Assez d'excuses, Sophie. Non pas que je ne comprenne pas, mais parce que j'ai trop bien compris. Elle a levé le visage, regardant mes mains qui avaient toujours été tendues vers elle. Je voulais que tu sois obligé de ressentir ce que c'est que de se réveiller sans mère, ai-je dit calmement. Elle a secoué la tête, a fait mine de se lever. S'il te plaît, ne pars pas, a-t-elle supplié. Cela ressemblait à un appel à l'aide. Et je l'ai regardée. Vous voyez cette femme, celle qui riait facilement, qui aimait le bon vin avec sa belle-mère, qui méprisait mes vêtements, la femme qui disait que je lui manquais, mais qui n'avait jamais demandé à faire partie de ma vie. Si tu veux parler, ai-je fait une pause, que ce soit différemment, sans hâte, sans culpabilité, juste avec respect. Elle a acquiescé, a ravalé ses larmes. J'ai attendu. Le temps a passé. Le soleil a commencé à décliner. Les vagues semblaient murmurer entre les grains de sable. Et là, dans ce silence partagé, j'ai compris. Elle avait ressenti l'absence, mais elle n'avait pas encore compris la valeur. Je me suis levée et j'ai dit « On peut essayer de construire une présence. À ta façon, à ma façon, mais avec moi au milieu. » Elle a hoché la tête, un demi-sourire. « Je peux te poser une question ?» a-t-elle dit, les yeux encore humides. « Tu peux ?» « Et pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages ?» J'ai fermé les yeux. « Parce que tu n'arrêtes pas de demander. Tu m'appelles, tu m'envoies des messages vocaux, mais tu n'écoutes jamais. » Elle a dégluti. « Je suis désolée. »« Tu peux être désolée, » ai-je répondu. Mais être désolée ne change rien. Ça ne change que quand on comprend. La brise a soufflé doucement sur mon visage. La ville entrait dans la nuit. Elle s'est levée. « Alors, tu rentres avec moi ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai fixé l'horizon. « Je n'habite plus dans cette maison, » ai-je dit fermement, « ni dans cet endroit que tu as créé pour moi. » Elle est restée immobile, absorbant mes paroles. « Tu as tout vendu ?» ?»« Oui, c'était à moi. Maintenant, c'est ma liberté. »« Mais je peux venir te voir ?» Je l'ai regardée, désarmée et vulnérable. La fille qui m'avait laissée dans une maison de retraite semblait être une version plus petite d'elle-même maintenant. « Si tu viens en tant que fille, » ai-je répondu sincèrement, « pas en tant que débitrice, pas comme une obligation. » Elle a dégluti. « Je comprends. Nous sommes restés là un peu plus longtemps. Le soleil a disparu. Le ciel s'est assombri. Et soudain, toute la ville a soufflé le calme. Elle est retournée à sa voiture. N'a rien dit de plus. Je suis retournée à la pension. Sur le chemin, j'ai pensé à ce qui venait de se passer. Ce n'était pas un pardon instantané. Ce n'était pas une réconciliation de gala. C'était un renoncement silencieux à celle que j'avais choisi d'être. Je suis arrivée dans ma chambre, le balcon éclairé par le clair de lune. La mer passait encore plus haut que la nuit ne le voulait. La brise entrait légèrement. J'ai pris l'enveloppe avec la lettre non envoyée. Je l'ai déchirée. J'ai laissé le papier s'envoler par la fenêtre, parce que j'avais déjà tout écrit. Je n'avais plus besoin de le garder. Ce dont j'avais besoin, c'était de vivre. Le lendemain, je me suis réveillée avec un calme différent, une paix que je ne connaissais pas, sans nostalgie ni regret. Je suis descendue pour le petit déjeuner. La réceptionniste de la pension a ouvert la porte avec un sourire aimable. « Bonjour, Madame Hélène. Comment allez-vous » ? « Plus entière, » ai-je répondu. Elle a souri sans tout comprendre. Elle a juste dit « Bonjour ». Je suis retournée sur le balcon avec mon café à la main. Le soleil illuminait déjà une partie de la plage. J'ai de nouveau écrit dans mon carnet « Elle est venue, j'ai écouté. Mais maintenant, je suis debout. J'ai plié la page. Je l'ai rangée. Ce jour-là, je suis allée à la plage. J'ai marché pieds nus sur le sable. Je me suis assise au milieu de la promenade vide. J'ai observé les familles, les touristes, les dames avec des chapeaux, les enfants qui couraient. Et j'ai pensé, il arrive un moment où l'on n'a plus besoin de rentrer dans le moule. Où l'on n'a plus besoin d'être au service de la vie des autres pour survivre. Qu'être mère ne signifie pas renoncer à exister. Qu'aimer ne peut être équivalent à disparaître. Et dans ce calme profond, j'ai compris. Ma victoire n'a pas été de m'être échappée. Ça a été d'avoir appris à exister. Seule, pleine, entière. Je pensais que l'amour d'une mère était synonyme de sacrifice éternel, qu'il suffisait de tout donner, de se taire, de sourire, et que cela suffirait. Pendant des décennies, j'ai cru que mon rôle était de m'effacer pour qu'elle puisse briller. Mais aujourd'hui,
J'ai compris qu'aimer, c'est aussi poser des limites. J'ai réalisé que renoncer à qui je suis ne m'a jamais apporté de reconnaissance. Ça m'a apporté l'invisibilité. Et être invisible est la pire forme d'abandon. On est là, mais personne ne vous voit. J'ai appris que le respect ne s'impose pas, il s'exige. Quand j'ai signé les papiers de la maison que j'ai aidé à construire et que j'ai mis mon nom sur la façade, j'ai su que, enfin, j'avais ma place. Je n'avais plus de dette affective. J'avais une dignité retrouvée. J'ai découvert que le silence peut être la façon la plus forte de dire « stop ». Que lorsque l'absence fait plus mal que n'importe quelle larme, c'est qu'on vous a toléré si longtemps que vous êtes devenu une absence naturelle. Et l'absence peut enseigner plus que 1000 mots. J'ai compris que le courage, ce n'est pas de crier, c'est de choisir son propre chemin. C'est de fermer la porte sans ressentiment. C'est de se dire « est-ce que ça va faire mal ? Oui. Est-ce que ça va paraître égoïste ? Peut-être. Mais c'était nécessaire. J'ai passé des nuits blanches à penser que je cessais d'être une mère si je cessais de servir. Mais j'ai appris qu'être une vraie mère n'annule pas qui vous êtes. Qu'il y a une différence entre t'aimer et s'effacer pour t'aimer. Aujourd'hui, je vois qu'être mère ne donne pas le droit de renoncer à sa propre vie. Et que l'amour ne se paie pas avec le silence. Il se paie avec le respect et par-dessus tout avec la liberté. J'ai réalisé que j'existe pleinement, ni en tant que rôle affectif, ni en tant qu'épouse ou soignante. Exister n'est pas un service, c'est un choix. C'est de rester entière même quand on vous dit que vous n'avez pas votre place. Je vois que la dignité ne se négocie pas en amour. Elle se soutient, elle se conserve, et elle ne se prête pas. Alors, voici ce qu'il reste. Un nouvel appartement avec vue sur la mer, loué avant-hier, mais que je sens déjà mien dans mon cœur. Un carnet devenu une carte de petits désirs. Marcher pieds nus, m'écrire des lettres, prendre mon café seul, rire aux éclats en dormant. Une collection de mots de volontaires à la bibliothèque, où j'ai écrit des mots pour des gens qui, comme moi, avaient perdu leur voix, et qui peut-être maintenant recommenceront à lire et à ressentir. Et en plus, la paix. Celle qui n'a pas besoin d'être partagée, qui n'exige pas de likes, de messages, de visites. C'est une sérénité simple, qui vient de la clarté. Maintenant, c'est moi qui choisis. Cette paix m'a éveillée à la vérité, que certaines vieilles relations n'ont pas besoin d'être oubliées, mais elles doivent être repositionnées. Comme quelqu'un qui déplace un meuble dans le salon, il ne le détruit pas, il le réorganise simplement. Aujourd'hui, je sais qu'il vaut mieux être comprise quelquefois que d'être utilisée de nombreuses fois, qu'il vaut mieux exister avec respect, et se souvenir que, si quelqu'un vous veut de retour, que ce soit parce qu'il vous valorise, pas parce qu'il vous utilise. Et enfin, j'ai découvert que la défaite, ce n'est pas de quitter la scène. La défaite, c'est de rester sur la mauvaise scène. Et que la liberté peut être silencieuse, sans projecteur, sans public. Je n'ai pas gagné par vengeance. J'ai gagné par responsabilité envers moi-même, en récupérant la valeur qu'il ne m'appartenait pas de donner. Et j'ai trouvé dans mon absence la voix qu'on ne m'avait jamais entendue utiliser. Je regarde maintenant la suite avec balcon. Je vois la mer au loin. J'entends le vent et le silence nettoyer des années de surplus. Et je pense, cette femme que je suis maintenant, elle existe pleinement. Et cela suffit. La vente de la maison a été conclue 2 jours plus tard. La somme a été versée sur mon compte. La première réaction a été le soulagement, non pas pour l'argent, mais pour le sentiment que cette histoire avait enfin changé. J'ai tout rangé dans le dossier que j'ai appelé « Nouveau projet » et j'ai mis ce dossier dans l'armoire de la pension, à côté de la porte que je fermais moi-même de l'intérieur. L'agence immobilière a repris contact plus tard. Ils ont envoyé des fleurs de courtoisie, des roses blanches et jaunes. Je n'ai pas répondu. C'était un geste de l'autre côté de la négociation. Joli, mais distant. Je préférais désormais écrire mes propres gestes. J'ai reçu un message de Sophie le même jour. J'ai compris. Même si je ne suis pas d'accord, j'accepte. Quand tu voudras, viens me voir. J'ai lu. Je suis restée figée. J'ai pensé à tout le silence qui le précédait. J'ai pensé à ma voix qui n'était devenue qu'un message. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé mon téléphone tranquille. Puis, j'ai tapé. Quand tu viendras, viens en tant que fille. Pas comme un prêt affectif. J'ai envoyé. J'ai dormi avec cette phrase qui me battait dans la poitrine. J'ai changé d'adresse. Je vis maintenant dans un appartement face à la mer. Parquet clair, rideaux légers,
une étagère avec les quelques livres que j'emporte avec moi dans la vie, un couvre-lit bleu assorti à la vue, mon nom sur la sonnette, sans mère de, juste moi. J'ai décoré l'espace petit à petit, avec des fleurs artificielles dans des pots, avec un cadre photo vide attendant un jour d'avoir ma photo, une clé sur le meuble, une vieille horloge accrochée, sans tic-tac, juste des aiguilles, quelque chose à moi, qui ne rappelait personne d'autre que moi. J'ai continué à être bénévole à la bibliothèque. Chaque mot que j'écris est un rappel que ma voix est revenue. Des enfants sont venus me demander des conseils de lecture. Des personnes âgées m'accueillent avec des étreintes quand j'ouvre la porte. Une dame a même voulu que je lise lors d'un événement local. Et j'ai lu, d'une voix ferme et des yeux confiants. Au supermarché, la caissière complimente toujours mon sac fleuri. Au kiosque de la plage, j'ai déjà une réduction sur la noix de coco et on me donne discrètement de l'eau fraîche. Des choses simples, des choses que personne ne donnait à quelqu'un comme moi. Maintenant, on me les donne volontiers. J'ai reçu des fleurs de mon amie Sylvie pour mon anniversaire. Une simple carte écrite « Tu m'as montré qu'il n'est jamais trop tard pour se retrouver ». J'ai gardé la carte avec mes papiers. Elle est restée là, avec les clés de la nouvelle maison. Sophie a appelé quelques mois plus tard. Elle a demandé à parler. J'ai accepté, avec prudence, sans hâte. J'ai juste dit « Tu peux venir ». Quand elle est arrivée, elle portait un jean, sans maquillage, les cheveux déjà plus courts. Elle est venue le visage fatigué, mais les yeux muets, dans ce changement silencieux qui est parfois la maturité. Nous nous sommes assises sur le balcon. La mer en bas était calme. Et pour la première fois, personne n'a exigé que nous restions dans un espace créé par la pitié ou l'obligation. Elle a dit « Maman, j'ai essayé d'appeler, mais je ne savais pas comment reconstruire. Et te voir comme ça, loin, a été plus difficile que je ne le pensais. » J'ai respiré. J'avais envie de dire tant de choses, mais j'ai choisi de le dire calmement. « Tu ne m'as pas perdu. C'est celle qui m'a traité comme un plan B qui m'a perdu. » Elle a baissé les yeux, a demandé pardon, sans pleurs, sans lamentation. Juste une vérité. Elle avait eu tort. Et j'ai dit, on n'improvise pas en musique. On n'improvise pas non plus dans les relations. Soit on apprend à écouter, soit on choisit de s'éloigner. Elle a acquiescé comme si c'était la première fois qu'elle comprenait sans avoir besoin de demander. Au moment de se dire au revoir, elle m'a serré dans ses bras. Un câlin bref, sans mots. Je l'ai tenu. Et j'ai dit, je ne te rejette pas. Mais j'ai construit une nouvelle ligne d'existence, où je ne suis l'échelle de personne. Elle m'a lâché, et était restée là, silencieuse. Apprenant peut-être que la présence a une valeur, que la valeur exige des soins, qu'une mère est aussi une personne. Dans les mois qui ont suivi, j'ai reçu une invitation de la mairie. Voulez-vous raconter votre histoire lors d'un événement sur le vieillissement en bonne santé? J'ai réfléchi, j'ai respiré, j'ai accepté. Je suis montée sur scène, j'ai regardé le public, j'ai vu des yeux qui étaient le miroir de ma phase, des femmes qui s'étaient annulées, des enfants qui n'avaient pas vu des cellules vitales échangées contre de l'abandon. J'ai peu parlé, j'ai parlé fort. Les applaudissements sont venus après. Non recherchés, mérités. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé une petite carte anonyme dans ma boîte aux lettres. Merci d'exister. J'ai supposé qu'elle venait d'une lectrice. J'ai souri. Je l'ai mise avec le mot de Cécile, de la bibliothèque. J'ai collectionné des phrases comme « on organise des souvenirs ». Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir le matin, je vois quelqu'un qui n'avait pas la permission d'exister auparavant. Je vois un corps, une voix et un choix. Et je pense, la vie que j'ai construite maintenant a un autre rythme. Elle a du respect. Elle a ma dignité retrouvée. Je n'attends pas de visite. Je ne dépends pas de trophées affectifs. J'ai mes cafés seuls, mes promenades sans prétention. Les jours de pluie viennent me rendre visite, avec des livres neufs, des vieux films, du silence. Parfois, on découvre que grandir, ce n'est pas tout accepter. C'est se rendre à soi-même la gentillesse qu'on n'a jamais reçue. Et je l'ai enfin reçue. La reconnaissance du monde qui m'a accueilli à nouveau. De la femme que je suis devenue par le choix. Pour la première fois, j'ai choisi ma paix. Pendant longtemps, j'ai cru que prendre soin était ma mission. Qu'il suffisait d'aimer et que tout s'arrangerait. Que, finalement, l'amour justifiait même l'abandon déguisé en habitude. Mais aujourd'hui, je vois clair. Aimer, ce n'est pas disparaître.
Ce n'est pas tout accepter au nom des liens. Ce n'est pas être la dernière à s'asseoir à table, la première à se taire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être avez-vous aussi tant aimé que vous vous êtes oublié vous-même. Peut-être avez-vous aussi senti que votre présence n'était remarquée que lorsqu'elle manquait. Peut-être, comme moi, avez-vous pensé que disparaître était le seul moyen de manquer à quelqu'un. Mais je vous le dis, avec la voix que j'ai retrouvée, vous n'avez pas besoin de disparaître pour être aimé. Vous n'avez pas besoin de vous taire pour être respecté. Vous n'avez pas besoin d'accepter les miettes de ceux qui ne vous veulent que par commodité. Chaque femme a une limite. Un jour, le corps se fatigue, l'âme réclame, la voix revient. Et quand elle revient, elle ne demande pas la permission. Elle transforme, elle se choisit, elle part s'il le faut. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, votre colère, votre tendresse, votre mémoire, écrivez ici dans les commentaires. Moi aussi, j'ai appris à dire stop. Peut-être êtes-vous encore dans la maison de retraite affective où l'on vous a placé. Peut-être préparez-vous votre sortie. Ou peut-être, comme moi, vous êtes-vous déjà vu face à la mer, respirant profondément, comprenant qu'il n'est jamais trop tard. Commentez, partagez. Laissez votre voix résonner ici-bas, même si ce n'est qu'avec une phrase. Parce que chaque femme qui écrit sa douleur empêche une autre de croire qu'elle mérite de se taire. Si cette histoire vous a touché, envoyez-la à quelqu'un qui a aussi besoin de se souvenir, vous n'êtes pas seul et votre histoire n'est pas terminée. Elle attend juste que vous repreniez le rôle principal.